Dominique, tu peux y aller. Ah, pardon. Bon, Eliane, pardon, Eliane. Bon, Eliane. Ouais. comme je vous avais dit, c'est le docteur Raoul Bézéo qui vient nous faire cette présentation sur facteurs environnementaux et troubles bipolaires. On avait eu il y a quelque temps, en novembre 2020, la génétique. Eh bien, voilà le complément indispensable qui arrive aujourd'hui. Un petit mot sur Argos 2001, Dominique? Tout à fait, rapidement, rappelez que Argos 2001, comme son nom l'indique, est né en 2001, 20 ans cette année. Qui était dans le siège social était jusqu'à il n'y a pas très longtemps rue des Pyrénées, qui maintenant est 77 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 14e. C'est une entité dite nationale reconnue auprès des pouvoirs publics, en particulier auprès du ministère de la Santé, des agences régionales de santé, de la mairie de Paris. Avec un certain nombre d'antennes rattachées ou en tout cas en relation avec les antennes régionales de santé, dont le président est Patrice Fradet, depuis un nouveau président, depuis le 13 octobre dernier. Et Argos 2001, c'est effectivement une offre de service. C'est d'abord une ligne téléphonique nationale, avec des personnes qui sont patients et proches, qui sont à l'écoute du lundi au vendredi. C'est également, Argos 2001 est reconnu pour ces groupes de parole qui sont devenus, bien sûr, entre guillemets, virtuels, avec le passage de ces groupes de parole sur Zoom dès le 6 avril dernier, 2020. C'est également des conférences depuis de très nombreuses années. Moi, à titre personnel, je suis adhérent dans l'association et bénévole depuis, ça fera 10 ans cette année. Et depuis la Covid, nous avons effectué 10 conférences grâce à l'outil numérique Zoom. Et depuis ce soir, c'est la deuxième conférence au travers de l'outil Zoom dit webinaire. C'est également des accueils personnalisés. C'est aussi bien sûr un site internet, mais c'est également une page Facebook Argos 2001, une page Facebook Journée mondiale des troubles bipolaires. C'est également un fil Twitter. Ce sont des centaines d'adhérents. On devrait être des milliers d'adhérents. Donc, n'hésitez pas à faire de la publicité entre guillemets autour de vous, pour que cette association puisse prospérer. Ce sont des milliers de sympathisants. Je n'ose pas dire des dizaines de milliers, mais probablement en l'espace de 20 ans. Et puis, c'est aussi la reconnaissance auprès des soignants, et notamment également auprès d'une fondation que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle la Fondation Fondamentale, avec laquelle nous échangeons depuis de très nombreuses années, où d'ailleurs parmi nos conférenciers, certains interviennent dans le cadre de cette fondation. Nous sommes toujours bien sûr à la recherche de nouveaux adhérents, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à adhérer à cette association, à la faire connaître, et puis aussi pour accroître notre développement, eh bien, nous avons besoin de nouveaux bénévoles. Et pour cela, si vous sentez, vous souhaiteriez nous accompagner, eh bien, envoyez un mail à question au singulier @argos2001 ou contactez-nous également par téléphone en allant sur notre site internet. Voilà, pour l'instant, je termine la présentation qui est un petit peu rapide. Merci Dominique. Donc rapidement, quelques petits rappels qu'on a fait déjà tout à l'heure, mais comme pas mal de gens sont arrivés, et bienvenue à eux d'ailleurs, hein. Donc ils peuvent être du côté Zoom, du côté YouTube. Voilà. Donc dans les deux cas, ils ont possibilité d'interagir et de poser des questions. Donc, côté Zoom, il y a un bouton Q&R, donc questions et réponses, hein. On ne postera pas les réponses là. Par contre, les questions qui vont être retenues, eh bien, seront répondues en direct et vous disposerez après de l'enregistrement de cette conférence, donc vous pourrez les avoir, hein. Côté YouTube, il y a un outil de chat, hein, voilà, qui est un peu générique, moins sophistiqué, mais qui vous permet à la fois éventuellement de créer quelques discussions. J'essaierai de les faciliter de mon côté et puis de poser des questions.
Du côté Zoom, pour revenir, on a également un outil de chat qui s'appelle Discussion, que je vous conseille de n'utiliser que pour des discussions concernant l'environnement, des petits soucis techniques ou des questions annexes par rapport au contenu de la conférence qui, elle, doit être adressée avec l'outil de questions-réponses. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne conférence. Et maintenant, je vais arrêter le partage et puis je vais laisser la place à notre conférencier. Voilà, avec un grand plaisir. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, de partager un temps de discussion, d'échange avec vous. Euh, je m'appelle Raoul Belzo, donc je suis psychiatre effectivement à Marseille et je travaille à l'université aussi Aix-Marseille dans un laboratoire de recherche plutôt orienté neurosciences. L'idée, ce qu'on m'a demandé d'aborder avec vous, c'est les questions de facteurs environnementaux précoces et en particulier la question des traumatismes dans l'enfance. Et quand je m'intéresse beaucoup à l'épigénétique, j'ai souhaité aussi aborder ce point-là. Et puis, un petit point d'introduction pour vous dire que j'ai bénéficié beaucoup du travail de Bruno Étain, qui est professeur de psychiatrie à l'Université Paris Diderot, qui est une personne avec qui je travaille régulièrement et qui m'a pas mal aidé dans la préparation de cette conférence. Et puis, un dernier petit mot aussi dans l'introduction pour vous signaler effectivement, comme ça a été dit déjà, que nous travaillons, et Bruno Étain et moi-même, au sein du réseau fondamental et qu'on est ravis de bénéficier de cette infrastructure et de la possibilité de collaborer à l'échelle nationale, à l'échelle du territoire pour améliorer les soins et la recherche dans ce domaine. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler de trois choses et on pourra faire donc des petites pauses peut-être à la fin des deux premières parties. La première, c'est de parler des rôles des traumas ou des traumatismes infantiles hein, dans l'évolution ou la présentation clinique des troubles bipolaires. La deuxième, c'est d'évoquer des choses un petit peu plus précises hein, en termes de l'impact des traumas sur le développement et le neurodéveloppement, hein, c'est-à-dire le développement neurologique, cérébral et psychologique, dans le cadre toujours des troubles bipolaires. Et puis une troisième partie, peut-être un peu plus technique, plus biologique, pour essayer de vous sensibiliser à ce qu'on connaît aujourd'hui de ces effets biologiques des traumatismes et ce qu'on va appeler en fait l'épigénétique, c'est-à-dire de quelle façon une personne va bénéficier, alors là défavorablement, hein, des facteurs environnementaux et comment ça peut se comprendre d'un point de vue biologique. Alors, la première chose à faire, mais je suis à peu près certain que vous avez déjà vu cette diapositive et que vous êtes un petit peu familiarisé avec cette question-là. De quoi on parle quand on parle de l'environnement? Il faut bien imaginer qu'en fait, on parle de l'environnement comme d'un miroir, comme de l'élément complémentaire de la question de la génétique. Hein, et on dit qu'une maladie, quelle qu'elle soit, un problème de santé, un phénotype, c'est toujours la résultante de la génétique et de l'environnement. Avec une chose intéressante qu'on sait maintenant, c'est de différencier ce qui est du rôle spécifique de la maladie, ce qui sont les facteurs spécifiquement associés à la maladie, que ce soit en termes de facteurs génétiques et en termes de facteurs environnementaux. Et ce que vous voyez ici, c'est que les facteurs génétiques, il y a des facteurs génétiques qui sont non spécifiques, qui sont représentés en orange, hein, que ce soit dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, sont des facteurs communs à tout un tas de maladies. Et puis, il y a des facteurs spécifiques qui sont en saumon. Et puis, on peut parler de la même chose aussi pour les facteurs environnementaux. Vous voyez qu'il y a des facteurs environnementaux communs, partagés. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils sont assez peu nombreux. Et puis, des facteurs environnementaux qui sont plutôt spécifiques de chacune des pathologies. Et donc, évidemment, hein, l'origine des troubles bipolaires, c'est une maladie complexe, au même titre que l'hypertension artérielle ou le diabète, en tout cas le diabète de type 2. Et donc, c'est une maladie multifactorielle qui va faire intervenir des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux un peu universels et certains facteurs environnementaux de façon plus précise. Alors, c'est quoi les facteurs environnementaux? Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est des facteurs qui sont extrêmement hétérogènes en termes de nature.
Comme vous le voyez sur cette diapositive, tout au long de la vie de l'individu, et ça commence très tôt, puisque ça commence avant même la conception, puisqu'on va parler plutôt du père et de la mère, on va avoir tout un tas d'accidents, de facteurs qui vont pouvoir participer à ce risque de maladie et façonner le destin et la vulnérabilité d'un sujet. Et donc, vous voyez que l'âge paternel pourrait être un premier facteur, les infections maternelles pendant la grossesse, les événements périnataux, hein, comme les accouchements difficiles ou pathologiques, des éléments nutritifs, l'hypoxie du nouveau-né, le stress maternel, les conditions d'élevage, de soins maternels, l'environnement urbain, quand on parle de facteurs plus tardifs, les facteurs migratoires, l'exposition au cannabis, et tout ça ne sont que des exemples. La liste n'est pas du tout exhaustive, et vous voyez dans cette liste, ce qui est souligné de façon plus visible, c'est la place des traumatismes infantiles. À vrai dire, je vais parler de ça, mais ça n'est qu'un exemple, encore une fois, et je trouve que l'exemple est intéressant s'il nous permet de comprendre, s'il est heuristique, s'il nous permet de comprendre comment on peut évidemment anticiper et comprendre l'environnement dans le champ des troubles bipolaires. L'idée n'est pas de dire c'est le facteur très important qui cause les troubles bipolaires, ce n'est pas le cas, je vais vous le montrer, mais c'est un facteur intéressant à étudier, particulièrement important. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, c'est important à l'échelle de la population et à l'échelle de la population mondiale. Il y a un rapport de l'OMS qui date un petit peu maintenant, qui montre à quel point les hommes et les femmes sont exposés à des traumatismes dans l'enfance de façon extrêmement prévalente, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire dans un premier temps, avec, vous voyez, le fait d'avoir été victime d'abus sexuels qui peut toucher 10 à 20% même des femmes dans la population générale. Hein. Alors, c'est une définition large de l'abus sexuel, et vous savez que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Mais ce sont des prévalences dans la population générale qui sont considérables. Les abus physiques, c'est encore plus élevé. Un abus physique, c'est le fait de subir une maltraitance physique, d'être violenté, bousculé, éventuellement même battu. Et vous voyez des prévalences qui sont faramineuses. Alors, c'est important, et vous voyez qu'en plus de ça, il y a tout un tas de facteurs qui ne sont même pas pris en compte, en particulier un dont on parle beaucoup aussi actuellement, qui et le harcèlement scolaire ou les abus et les maltraitances par les pairs qui sont importantes chez les enfants et qui ne sont pas suffisamment bien repérées. Donc c'est un problème général important et sensible dans la population générale, mais quand on s'intéresse aux troubles psychiatriques, aux troubles psychologiques, à la vulnérabilité psychiatrique, on voit qu'en fait, au fond, tous les patients ne sont pas égaux, et que les traumatismes sont présents avec une fréquence qui peut être relativement différente en fonction des pathologies. Et ce qui est intéressant, et ce que révèle cette étude de population épidémiologique, donc en population générale aux États-Unis, c'est que les abus physiques dans l'enfance concernent de façon beaucoup plus prévalente certaines pathologies, et dans laquelle on trouve le trouble bipolaire. Alors, on n'est pas très surpris de retrouver l'état de stress post-traumatique, puisqu'il y a un lien de cause à effet entre les traumatismes et l'état de stress post-traumatique. On n'est pas tant surpris que ça, malheureusement, de trouver le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, le TDAH. On n'est pas surpris de trouver les tentatives de suicide, puisqu'on sait que malheureusement, au-delà du diagnostic psychiatrique, souvent les conditions matérielles de l'enfance vont être très déterminantes. Mais on voit que, contrairement peut-être aux troubles anxieux, aux troubles dépressifs, aux troubles addictologiques ou aux troubles psychotiques, parmi les grands troubles psychiatriques, le trouble bipolaire est particulièrement exposé par rapport à la population générale. Donc, c'est non seulement fréquent, mais en plus de ça, ça pose des problèmes d'autant plus fréquents dans le champ des troubles bipolaires. Donc, comme on le voit, donc, les traumas sont fréquents dans le trouble bipolaire, et l'idée, c'est de vous montrer en quoi c'est un problème, parce que malheureusement, ça n'est pas juste un phénomène ponctuel, c'est aussi un phénomène qui va s'associer à des difficultés. Les premières, c'est d'ordre de sévérité. La deuxième difficulté, c'est que ça va participer au retard diagnostique, et ça pourrait aussi
modifier, en fait, malheureusement de façon péjorative, la réponse au traitement. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples, hein, juste pour illustrer un petit peu ces hypothèses. D'abord, pour vous dire aussi, hein, que ce qu'on appelle les traumatismes infantiles, il n'y a pas que les abus physiques ou les abus sexuels, il y a aussi ce qu'on appelle la négligence. La négligence physique, hein, c'est le fait de ne pas avoir reçu des soins et un support physique satisfaisant, hein, être habillé avec des habits sales ou inappropriés. La négligence émotionnelle, hein, c'est le fait d'être laissé de côté, d'être sans qu'il y ait d'action à proprement parler, hein. C'est un défaut d'action plutôt qu'une action inappropriée. Et donc, tout ça peut se mesurer et s'étudier par diverses manières. Alors, je vais passer là-dessus, mais pour vous montrer, par exemple, c'est ce résultat-là, qui est un résultat justement de l'équipe de Bruno Étain, où on avait pu constater que, en fait, quand les patients étaient exposés à des traumas dans l'enfance, ils avaient un début de maladie plus précoce. Hein, l'âge de début de la première manifestation de trouble bipolaire est plus précoce. Il y a plus de conduite suicidaire, plus de mésusage du cannabis, plus de phases dépressives, plus de phases maniaques, qui sont des marqueurs de sévérité longitudinaux, et également plus de cycles rapides. L'autre élément, mais c'est exactement la même chose, hein, ça représente exactement ce résultat où vous voyez qu'effectivement, l'abus émotionnel en particulier va participer à cette présentation beaucoup plus péjorative du trouble bipolaire. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit que un certain nombre de facteurs cliniques vont être associés de façon spécifique, hein, de façon indépendante, pardon, plutôt à cette question de la maltraitance dans l'enfance. Alors, vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On voit que les épisodes maniaques vont être plus sévères, les dépressions vont être plus sévères. Il y a plus souvent des états de stress post-traumatique, mais j'en ai déjà parlé, c'est relativement logique. Mais en fait, vous voyez tout un tas de facteurs. Et donc, clairement, ces données sont extrêmement robustes et donc, malheureusement, effectivement, elles confirment tout à fait que les abus dans l'enfance s'associent à un pronostic de bien moindre qualité. Une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la question aussi dans le pronostic de la maladie de l'âge de début. On associe un âge de début précoce à un moins bon pronostic. Et en fait, on voit qu'effectivement, le fait d'avoir subi des traumatismes dans l'enfance sont des facteurs qui peuvent faire apparaître la maladie en quelque sorte de façon beaucoup plus précoce. On va être parfois dans un delta de 5 ans, hein, ou de plus de 5 ans de différence dans le début de la maladie. Alors, c'est dur à interpréter, on en reparlera peut-être ce soir, mais dans tous les cas, ce sont un marqueur de l'effet des traumatismes infantiles sur une maladie qui est une maladie de l'adulte jeune classiquement, qui débute après l'adolescence. Donc là, vous avez une confirmation de ce que je viens de vous dire, hein, où vous voyez que l'âge de début, autour de 20 ans en cas d'absence d'abus, et vous voyez que quel que soit le type d'abus, donc les agressivités verbales, les agressions sexuelles et la combinaison, va entraîner une diminution de l'âge de début, et la combinaison des traumatismes, hein, c'est le fait que les gens ont subi des traumatismes de nature différente, va amener l'âge de début vers une diminution qui est assez significative. Et puis, autre chose aussi qui est très intéressant, même si ça demande à réfléchir, c'est que non seulement on va dire que ces patients qui ont subi des abus dans leur enfance ont un moins bon pronostic, vont avoir une maladie qui débute plus tôt, mais en plus de ça, les données montrent qu'il y a un retard au diagnostic. Alors, pour des raisons que je ne connais pas, on peut en imaginer un certain nombre, mais comme vous voyez sur ce schéma, vous voyez que l'âge de début est plus tôt, par exemple 15 ans au lieu de 22 ans, et qu'il se passe un temps plus élevé, 13 ans au lieu de 8 ans sur cette diapositive, avant qu'un premier traitement spécifique soit mis en place. Donc, en fait, c'est probablement révélateur d'un phénomène qui est que, en cas d'abus dans l'enfance chez un patient souffrant de troubles bipolaires, malheureusement, la maladie va être plus précoce, plus sévère, mais aussi plus complexe probablement, et cette complexité va participer à un retard diagnostique encore plus allongé, et on sait très bien que malheureusement, l'absence d'un diagnostic bien caractérisé va
provoquer et aggraver aussi le pronostic du patient et de la maladie. Et puis le dernier point qu'on peut aborder sur ces éléments descriptifs de l'effet des traumatismes, il a pu être mis en évidence dans une autre recherche du professeur Étain, où on montre que malheureusement, vous avez une baisse de la probabilité de bénéficier d'une excellente réponse au lithium chez des patients qui souffrent de troubles bipolaires, mais qui ont été exposés à des traumas. Et donc, vous voyez ici, c'est la partie vide ou blanche du graphique. Vous voyez qu'en l'absence de trauma, on est autour de 25% dans cette étude-là. C'est même un chiffre un peu bas. Et vous voyez qu'en cas de traumatisme isolé ou de traumatisme répété, cette proportion diminue de façon très significative, avec beaucoup plus de non-répondeurs ou de répondeurs partiels au lithium. Et donc, les données épidémiologiques semblent dire que malheureusement, ces patients qui vont avoir un traumatisme dans l'enfance et qui souffrent de troubles bipolaires vont souffrir donc d'une maladie plus précoce, plus sévère, plus complexe à diagnostiquer et pour laquelle le traitement idéal du trouble bipolaire, qui pourrait être le lithium, est moins efficace que parmi la population des autres patients souffrant de troubles bipolaires. Donc on a vraiment un effet extrêmement significatif de ces traumas d'un point de vue clinique, diagnostic et pronostic. Donc, c'était un peu la première partie que je voulais partager avec vous. Et j'ai compris que c'était l'usage de faire une courte pause de façon éventuellement à discuter quelques questions. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est un constat assez accablant quand même que ces traumatismes de l'enfance n'ont que des... Enfin, vous pouvez imaginer que ça ne pouvait pas bien se passer, mais à ce point-là, c'est quand même assez préoccupant. Est-ce que tu as des questions, Dominique? Alors, on a une question, là, quelqu'un qui nous demande si on peut être atteint d'un trouble bipolaire dès la naissance. C'est une vraie question que les patients posent souvent. En fait, la question, en fait, au fond, c'est est-ce qu'on est bipolaire et on pourrait écrire le mot né de plein de façons différentes. C'est pas mon avis. Mon avis, c'est que une personne, elle a un niveau de vulnérabilité variable. Alors, il y a des différences entre les individus. On est plus ou moins vulnérable aux troubles bipolaires. Et ce que montre ce que j'ai décrit sur les traumatismes infantiles, c'est que ce niveau de vulnérabilité, il peut s'aggraver considérablement s'il y a des facteurs négatifs. C'est exactement ce que montre l'exemple des traumatismes infantiles. C'est qu'à un niveau de vulnérabilité de base, le niveau de vulnérabilité va s'aggraver, ce qui fait que la maladie va être plus précoce, plus sévère et moins répondre au traitement. Mais cette vérité, elle est probablement aussi applicable dans l'autre sens. C'est qu'on peut naître avec une certaine vulnérabilité aux troubles bipolaires, en particulier du fait de facteurs génétiques, et ne jamais être malade et avoir au contraire une très bonne résilience parce que le niveau de vulnérabilité va être diminué par des facteurs protecteurs. Alors, je ne peux pas vous le démontrer par des études, ça reste une hypothèse de travail, mais c'est une hypothèse qui rend compte de ce qu'on observe, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas parce qu'un parent a un trouble bipolaire qu'il aura des enfants bipolaires, et que toutes les combinaisons et les destins sont possibles, puisqu'on parle d'une maladie à déterminisme complexe. Et l'autre point important, ça c'est la différence entre les individus. Mais l'autre point important aussi, c'est que ce niveau de vulnérabilité, il varie aussi au cours de la vie. Et qu'on peut très bien imaginer que ce niveau de vulnérabilité peut grandir à un certain moment, ce qui fait que la maladie va être particulièrement difficile à équilibrer, mais ce niveau de vulnérabilité peut diminuer aussi, alors à la faveur du traitement, à la faveur de la disparition de facteurs environnementaux, et ce niveau de vulnérabilité que la personne a connu à l'âge de 30 ans ou 20 ans peut être tout à fait différent et beaucoup plus facile à gérer et être beaucoup plus résilient, par exemple, à l'âge de 50 ou de 60 ans. Donc, je dirais non pour faire une réponse, on ne naît pas bipolaire, mais on ne le devient pas non plus. Il y a un jeu permanent entre la vulnérabilité et l'expression de la maladie, et c'est sur ce jeu-là qu'on doit agir, que ce soit dans les stratégies de prévention des rechutes ou de stabilisation pour les patients qui ont reçu le diagnostic. Eliane, c'est Thierry.
Je me permets de juste intervenir, m'excuser auprès des youtubeurs. Donc, il y en a 36, hein, voilà. Et en fait, l'outil de chat, du moins de mon côté, ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas soumettre de questions. J'en suis désolé, je suis en train de regarder, hein, le problème. Mais pour l'instant, j'ai fait quelques essais. Voilà. Mais ils sont là. Voilà. Ils lèvent les doigts, ça va. Mais bon, on ne peut pas chatter avec eux. Excusez-moi, je rends l'antenne. Une autre question, Dominique? Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Ah, peut-être une qui vient d'arriver. Si, alors attendez. On me dit, qu'en est-il des patients atteints de troubles bipolaires au diagnostic tardif? Est-ce qu'ils étaient déjà atteints de troubles bipolaires plus jeunes ou bien y a-t-il eu des facteurs environnementaux qui ont déclenché la maladie? Alors là, c'est vrai qu'on est dans le cœur du sujet. Oui, oui, bah, si je peux reprendre exactement la même réponse que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que le scénario inverse, c'est un niveau de vulnérabilité faible qui ne destine pas à s'exprimer sous la forme d'un trouble bipolaire à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, mais qui, à cause de certains facteurs plus tardif va aggraver la vulnérabilité et donc déclencher l'apparition des premiers symptômes. Quels sont ces facteurs-là qu'on connaît souvent dans la pratique clinique, des facteurs tardifs? Il y a des facteurs hormonaux, hein, type ménopause par exemple. Il peut y avoir des troubles bipolaires tardifs qui sont assez liés à cette condition physiologique. Il peut y avoir des maladies, par exemple, des patients qui tardivement développent une apnée du sommeil, et cette apnée du sommeil va faire le lit du dévoilement de la vulnérabilité, et tout un tas d'autres facteurs qu'on peut très bien imaginer, et à vrai dire, c'est à l'infini, hein. Chaque patient a une histoire propre, mais c'est toujours intéressant de se questionner quand quelqu'un débute un trouble bipolaire dans des âges extrêmes, c'est-à-dire très précoce, hein, avant 15 ans, ou plutôt tardif, hein, après 30 ou 40 ans. On est toujours intéressé pour le patient d'aller chercher un petit peu plus loin. Et dans le cas qui était l'objet de la question, on est intéressé d'aller chercher des maladies physiques qui ne sont pas dramatiques, mais qui sont parfois souvent le facteur déclenchant du trouble bipolaire. Ça pourrait être aussi une maladie thyroïdienne, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque quand on a identifié un traumatisme dans l'enfance, notamment un abus sexuel, de faire un traitement de stress post-traumatique? Est-ce qu'il y a des thérapeutiques de stress post-traumatique? Est-ce que est-ce que c'est indiqué dans ces cas-là? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, c'est indiqué s'il y a des symptômes de stress post-traumatique. S'il n'y en a pas, l'existence d'un trauma isolé, sans symptômes et sans manifestation, n'est pas forcément une indication de prise en charge, en tout cas spécifique. Après, je trouve que c'est une information importante, et puis ça peut être parfois difficile de différencier les symptômes d'anxiété et des symptômes du trouble bipolaire. Donc, la question n'est pas si simple. Mais en gros, quand même, on peut dire une chose pour simplifier, mais c'est quand même une réalité, c'est qu'on traite des manifestations visibles. Hein. Quelqu'un qui a un traumatisme mais qui n'en a pas de manifestation va bénéficier assez peu de la prise en charge. Par contre, il y a une différence, c'est qu'il peut arriver chez les patients souffrant de troubles bipolaires que les traumatismes, les effets psychologiques des traumatismes ne s'expriment pas spécifiquement, mais s'expriment par la pathologie qui se déstabilise. Alors là, effectivement, on a l'expérience que prendre en charge le traumatisme spécifique peut améliorer le trouble bipolaire. Non pas que la prise en charge du traumatisme guérisse le trouble bipolaire, mais en fait, c'est toujours le même schéma. Vous réduisez la vulnérabilité en prenant en charge le trauma, et donc vous permettez aux patients de revenir à un niveau de résilience meilleur. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ces traumatismes. D'accord. C'est la raison pour laquelle, dans les centres de référence ou les centres experts troubles bipolaires qui sont organisés par la Fondation fondamentale, qui sont distribués sur tout le territoire, c'est la raison pour laquelle c'est recherché systématiquement. C'est-à-dire que ça fait partie des informations à essayer de partager avec le patient. Ce n'est pas toujours simple, évidemment, c'est un domaine délicat, mais ça fait partie des choses qu'on investigue de façon systématique, sans a priori. C'est-à-dire que vous venez à une évaluation du centre expert, on évaluera avec vous, d'abord à l'aide d'un questionnaire, la présence de traumatisme dans l'enfance, parce qu'on pense que c'est un facteur de l'évaluation qui est extrêmement important pour le pronostic. D'accord, merci. On va peut-être reprendre la suite, là, parce que je crois voilà, que vous on va revenir éventuellement, les questions vont peut-être se superposer. Donc, la deuxième partie, c'est la question de
comment les choses s'influencent mutuellement entre la génétique et l'environnement, en particulier les traumas, comment les traumas peuvent influencer la régulation émotionnelle. Donc ça rejoint un peu l'objet de la question de tout à l'heure, c'est-à-dire en fait les traumas peuvent avoir des effets directs sur les symptômes de troubles bipolaires, pas que indirects via l'état de stress post-traumatique. Et puis comment les choses, comment on comprend l'augmentation de la sévérité. En fait, c'est une diapositive un peu complexe, donc ça je vais passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas égaux face aux facteurs de stress. Chaque personne, qu'on ait ou pas un trouble bipolaire, hein, on a une capacité à être résilient face à un stress aigu, en particulier, hein, un accident de la route ou autre chose, qui est relativement variable. Et un des déterminants de cette variabilité, ça reste notre patrimoine génétique. Ce qui fait que, effectivement, sans qu'on sache pourquoi a priori, bien sûr, les individus vont avoir des réactions très variables suite à un stress comparable. Et donc, effectivement, que vous ayez ou pas un trouble bipolaire, vous allez avoir une réaction ou des conséquences suite à un traumatisme infantile qui est différent. Alors, une chose qui a été beaucoup étudiée, par exemple, c'est le transporteur de la sérotonine. Qui est le transporteur de la sérotonine? C'est un gène particulièrement connu parce que c'est la cible des antidépresseurs. Et donc, on sait que ce gène régule beaucoup le secteur de la régulation des émotions et qu'il est très influencé par les expériences, que ses fonctions sont très liées aux expériences traumatiques. Et ce qui est montré sur ce graphique-là, c'est que vous voyez qu'en fonction du traumatisme, et en particulier de s'il y a un ou plus de deux traumatismes, vous voyez que l'effet des variants génétiques est très différent. Si vous avez des allèles protecteurs, qui sont les gens qui ont les deux allèles L de ce transporteur de la sérotonine, vous n'avez pas d'effet des traumatismes. C'est-à-dire que vous ayez ou pas des traumatismes, vous réagissez de la même manière. Par contre, si vous êtes homozygote pour les allèles, on va dire, pathologiques, hein, moins favorables, on va dire, en termes d'adaptation, eh bien là, vous allez avoir une très grosse différence entre ceux qui ne sont pas traumatisés et ceux qui sont traumatisés. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça confirme ce qui a déjà été montré dans de nombreuses études, hein, c'est qu'il y a la sensibilité au traumatisme. Tout le monde n'y est pas égal, y compris au sein des patients souffrant de troubles bipolaires, et que cette sensibilité au traumatisme, elle va être déterminée aussi par le patrimoine génétique. Donc on dit qu'il y a des interactions entre le gène et l'environnement, et que ce n'est pas uniquement des facteurs indépendants qui participent. Hein. Ce n'est pas le pantalon et la chemise, hein, ce sont des choses qui vont interagir ensemble pour déterminer la vulnérabilité de l'individu. L'autre élément de compréhension qui est assez intéressant, hein, c'est de dire qu'est-ce que ça fait précisément le fait d'avoir des traumatismes dans l'enfance sur des dimensions de fonctionnement et en particulier, par exemple, la variabilité affective, les dimensions affectives. Et ça, c'est assez intéressant et ça a été montré aussi par le professeur Étain, c'est que il semblerait que si vous avez subi des abus émotionnels dans l'enfance, vous avez une moins bonne capacité à adapter vos émotions et que vous avez une réactivité émotionnelle qui est plus élevée. Et donc, ça, c'est vraiment assez intéressant parce que finalement, ça permet de faire un lien causal qui permet de comprendre pourquoi ces patients ont des destins plus sévères, a priori. Eh bien, parce que finalement, les régulations de base, les problématiques de base sont très perturbées par ces traumatismes et comment ces traumatismes agissent sur la régulation propre. Donc, ça laisse entrevoir comment les choses peuvent se mettre en place. Un autre élément, par exemple, aussi, qui est assez intéressant, hein, c'est que je parlais parmi les facteurs environnementaux du cannabis, hein, qui est un facteur environnemental assez bien connu dans de nombreuses difficultés psychiatriques. Et bien, vous voyez que le cannabis pourrait participer lui aussi à une maladie plus précoce, comme un facteur précipitant, mais vous voyez que cet effet va être
vraiment augmenter et se combiner là aussi avec, de façon vraiment additive avec l'effet d'avoir subi des traumatismes infantiles. Et donc, vous voyez qu'il y a un phénomène, alors je suis d'accord que ça a un aspect un peu sombre hein, d'imaginer ça, mais il me semble que c'est quand même important de comprendre ça, que malheureusement, si on n'est pas résilient à ce traumatisme, eh bien, ce traumatisme va malheureusement s'associer à d'autres facteurs de risque, et puis il peut y avoir un phénomène boule de neige dans les facteurs de risque qui nous permet de comprendre pourquoi finalement, malheureusement, a priori, hein, je dis bien, le pronostic peut être bien moins bon si ces facteurs s'associent et se provoquent hein, l'un et l'autre, malheureusement. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions hein, pour ces aspects. Oui, on a des questions. Moi, j'en ai saisi une. En passant, je vais la poser tout de suite. Quelqu'un nous demande, et je suis un peu comme lui, vous entendez quoi par abus émotionnel? Alors, l'abus émotionnel, c'est une action. Hein, tout ce qui est abus est une action. Et de la même façon qu'on dit que l'abus physique, c'est le fait d'agir une violence, l'abus émotionnel, ça va être de se présenter de façon colérique, de façon répétée devant son enfant, de le rabaisser, d'avoir une agressivité verbale. Hein, c'est-à-dire que le physique n'est pas touché, n'est pas en jeu, mais le contexte émotionnel va être défavorable. Je ne sais pas si ça explique suffisamment. Je peux donner d'autres exemples, hein, mais hein, le fait de ne pas être, le fait d'être agressé verbalement et émotionnellement par l'environnement dans lequel on vit. Et est-ce que l'hyperprotection aussi peut être un espèce d'abus émotionnel? Les parents qui laissent aucune indépendance aux enfants, des choses comme ça. Je comprends ce que vous voulez dire et c'est une vraie question. Ce n'est pas considéré par définition comme une situation d'abus émotionnel. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que souvent, il peut y avoir dans l'hyperprotection une situation d'abus déguisé. Hein, mais ce qu'on va repérer, c'est l'abus. C'est-à-dire qu'il y a une hyperprotection, non, ne fais rien, etc. Mais finalement, derrière, c'est ne fais rien parce que tu n'es pas capable, ne fais rien parce que c'est trop dangereux. Donc, je t'empêche de te développer, de voir des choses. Et là, il y a abus. Hein, c'est-à-dire que la protection, c'est juste la partie visible. Mais si on regarde derrière, on trouve ces choses-là. Mais là, le fait d'être surprotecteur, d'être des parents poules, etc., n'est pas du tout considéré comme un abus. Et je n'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus et je ne connais pas très bien le domaine. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'influence. Hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on n'est pas dans le registre de la violence faite aux enfants. D'accord. Qu'elle soit émotionnelle ou pas. Dominique, il y a des questions, j'ai vu. Oui, alors j'ai aussi une question là. On a quelqu'un qui nous dit que l'Institut français de EMDR, donc le MDR en fait en français ça veut dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Donc c'est une thérapie qui est validée par la Haute Autorité de Santé hein, pour information, donc dans le cas justement de stress post-traumatique. Et cette personne nous dit que cet Institut français de MDR indique que plus de 50% des personnes souffrant d'un trouble bipolaire rapportent avoir été victimes d'abus physiques ou sexuels dans leur enfance. Et donc, vous pose la question, docteur, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous le constatez également au travers de consultations? Oui, le chiffre est un petit peu élevé par rapport aux données épidémiologiques qu'on a, mais ça rejoint tout à fait ce que je disais en introduction, enfin au début de la présentation, hein, c'est que c'est extrêmement fréquent dans la population générale et les patients souffrant de troubles bipolaires ont une prévalence encore plus élevée. J'aurais plutôt tendance à considérer qu'on est plutôt autour de un tiers que la moitié des patients, mais tout ça sont des chiffres discutables, mais peu importe, c'est très très prévalent, effectivement. Mais vous avez vu les chiffres de l'OMS en population générale qui sont déjà considérables. Oui. Il y a aussi une question intéressante, c'est celle qui concerne les adultes. Tu as vu, Dominique? Oui, tout à fait, oui, j'allais justement la poser. Donc, on nous demande aussi, est-ce que les traumas à l'âge adulte, comme le deuil, une séparation, un divorce, un licenciement, une faillite, si on est chef d'entreprise, peuvent aussi être donc à l'occasion, enfin, ou à l'origine justement du déclenchement d'un trouble bipolaire? Oui, alors c'est moins étudié parce que c'est un petit peu plus compliqué à étudier parce que vous avez vu déjà qu'il y a beaucoup de questions sur c'est quoi un abus émotionnel, c'est quoi une négligence, mais c'est relativement bien catégorisé.
Dès qu'on va aller dans le registre des événements de vie, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que c'est très, très individuel. Et donc, c'est compliqué de savoir si la perte d'un emploi, si un échec à un examen, si un divorce, quels sont les facteurs, sachant que souvent, malheureusement, on va dire le fait que l'environnement soit un peu difficile ou douloureux, en général, il y a une espèce de cumul de facteurs. Souvent, les gens disent je suis dans le noir, je ne m'en sors pas parce que on divorce, mais on perd des revenus, on est plus précaire, on déménage, on perd son travail, on est obligé de changer de travail à cause des conditions, ce qui fait que c'est quand même extrêmement difficile à étudier de façon standardisée. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile à étudier que ça n'existe pas, et je suis assez d'accord avec ça, et je reprends un petit peu mon hypothèse de niveau de vulnérabilité. Effectivement, si vous avez un niveau de vulnérabilité et que vous n'êtes pas tombé malade, on peut imaginer qu'à l'âge de 30 ans, si de façon accidentelle vous perdez votre partenaire, ça va être un stress très important et que si vous n'y êtes pas résilient, ça pourrait très bien favoriser l'émergence de la maladie ou alors si vous avez déjà un trouble bipolaire, le déstabiliser grandement et ça on en a l'expérience évidente, qu'on ne rechute pas par hasard dans ce contexte-là. Ce n'est pas une maladie qui se manifeste un peu au petit bonheur la chance et donc effectivement ce sont des facteurs extrêmement importants mais beaucoup plus difficiles à étudier, c'est pour ça qu'on a moins de données et qu'on présente moins de choses à ce propos. Tu as d'autres questions, Dominique? Non. Voilà. Moi, j'en vois une de Julien qui trouve que y a, sur les statistiques, qui trouve qu'il y a dans les panels, il n'y a pas tellement, il n'y a que quelques centaines de patients. Il pose si statistiquement c'est valable. Je résume peu maladroitement la question. Je comprends à quoi il fait allusion. Dans les études que j'ai montré diverses études et elles convergent toutes pour montrer la même chose. J'ai montré des études en population générale. J'ai montré des études avec beaucoup moins de participants, mais avec des phénotypes extrêmement précis. Je suis d'accord que c'est toujours une limite, mais il y a quand même un certain nombre d'études qui ramènent plusieurs centaines de patients. C'est une limite, mais une limite qui, moi, m'inquiète pas parce que je pense que tout converge et que les hypothèses, elles sont malheureusement, je dirais malheureusement, elles sont confirmées par toutes les observations qu'on fait. Donc, je ne crois pas que ce soit une limite dans les données actuelles. Et je ne crois pas que, par exemple, il faudrait rester réservé sur cette question des traumatismes en disant « on n'est pas sûr que ça fasse quelque chose ». Je crois qu'au contraire, l'hypothèse renforce une idée commune, une idée de bon sens, et qu'à ce moment-là, la science est là pour servir cette idée de bon sens et surtout pour la rendre opérationnelle pour les actions de prévention ou de traitement. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que l'on peut améliorer son niveau de vulnérabilité? Mais bien sûr, et ça tout le monde le sait, alors intuitivement ou le sait très, très concrètement. C'est ce qu'on répète aussi un peu tous les jours, c'est un peu aussi une des essences de l'éducation thérapeutique, c'est qu'on peut améliorer le niveau de vulnérabilité par l'hygiène de vie, par la qualité de sa santé générale, en limitant le surpoids, en ayant une alimentation équilibrée. On peut améliorer sa vulnérabilité en évitant les rechutes. Et c'est sûr que la vulnérabilité augmente plus on rechute et qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont prédictifs de l'absence de rechute, par exemple l'observance thérapeutique, la bonne adéquation, le bon équilibre entre l'efficacité du traitement et sa tolérance, etc., etc. Donc, la liste n'est pas limitative, mais évidemment, on est capable d'être acteur. La seule chose qu'on ne sait pas, malheureusement, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un voilà ce que vous devez faire, voilà la liste de courses. Et donc, quelqu'un d'un peu inquiet pourrait se sentir un peu perdu en disant mais je ne sais pas exactement tout ce que je dois faire pour ne pas rechuter ou ne pas être vulnérable, parce que ça n'existe pas. C'est des conseils. C'est comme si quelqu'un disait mais qu'est-ce que je dois faire dans la vie pour être bien? Bon, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas se rendre de façon très concrète. Par contre, ça me paraît évident que voilà, c'est des principes généraux pour conduire sa vie qui vont aider à réduire cette vulnérabilité. Merci. Dominique, encore quelques... Non, c'est bon, je pense qu'on peut reprendre le cours. On reprend alors. Donc, merci.
Troisième partie, elle vise à aborder des choses peut-être un peu plus complexes, mais je répondrai aux questions s'il y en a, pour vous montrer aussi comment tout ça, ça se transcrit en termes biologiques. Alors, je ne parlerai pas des modèles animaux et de choses comme ça, mais vous pouvez avoir en tête qu'effectivement, beaucoup de chercheurs travaillent aussi dans ce même domaine, mais chez l'animal, pour modéliser les choses, pour comprendre en fait qu'est-ce qui peut se passer à la fois dans le fonctionnement cérébral et puis dans le fonctionnement biologique au sens large. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que, en fait, notre génome, c'est ce qui est issu de nos parents, ce qu'on hérite quand on devient un individu, ça nous est spécifique et c'est gravé dans le marbre. Hein. On a un génotype qui est non modifié, non modifiable, et c'est ce qui détermine notre risque génétique pour X ou Y, détermine en partie aussi des caractéristiques qui sont les nôtres, hein, la couleur, la taille des cheveux, la pilosité, la taille personnelle, etc. Sauf que on s'est aperçu que le génome était sensible à l'expérience. Et ça, c'est extrêmement important. Et on le sait d'abord sur des approches très, très techniques, hein, très cellulaires, mais on le sait maintenant à l'échelle des individus. C'est-à-dire que ce génome extrêmement compliqué, il est organisé par tout un tas de systèmes, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, qui font que le génome en lui-même, c'est cette double hélice bleue que vous voyez ici, n'est jamais modifié. Mais par contre, il y a plein de choses qui se modifient autour du génome, tout son environnement biologique peut être modifié. Et quels sont les facteurs qui peuvent modifier cet environnement génétique? Ce sont les facteurs environnementaux. Et donc, en fait, l'hypothèse biologique qu'on appelle l'épigénétique, le cadre biologique qu'on appelle l'épigénétique, il est très important parce que il nous permet concrètement d'étudier les mécanismes qui font que les traumatismes, dans certains moments, vont provoquer des changements biologiques profonds qui vont changer notre vulnérabilité. Ces changements profonds biologiques, ils ne sont pas génétiques, mais ils sont épigénétiques, c'est-à-dire qu'ils se font sur le génome. Alors, un exemple, hein, et alors je m'excuse parce que c'est peut-être pas très simple à comprendre si on n'est pas familier du domaine de la biologie, mais un gène, il est régulé par tout un tas de facteurs, et ce gène est exprimé et permet la synthèse de protéines. Mais si, pour des raisons diverses et variées, comme un traumatisme, vous avez des régulations de cet ADN qui est faite par ce qu'on appelle de la méthylation de l'ADN, votre gène ne va plus être exprimé. Avec le même patrimoine génétique, vous allez avoir deux phénomènes biologiques différents, et ces phénomènes biologiques différents vont aboutir à de la résilience d'un côté ou alors de la vulnérabilité de l'autre. C'est très très grossier et je suis désolé si c'est trop difficile d'accès, mais c'est une façon pour dire, voilà, ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN, c'est exactement ce qui est représenté ici. Alors, ça peut s'étudier, et par exemple, il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a des cicatrices épigénétiques qui sont liées au traumatisme. Et donc, il y a certains gènes qui subissent des modifications. Vous voyez, par exemple, en cas d'abus physique ou en cas d'abus sexuel. C'est-à-dire que notre biologie reçoit une empreinte des traumatismes ou des événements qu'elle a connus, à condition que ces événements soient suffisamment graves, évidemment, et qu'ils surviennent dans certains moments de la vie ou du développement. Et donc, c'est vraiment très, très important parce que ça veut dire qu'un traumatisme, mettons un traumatisme X ou Y dans l'enfance n'est pas qu'un problème psychologique, hein, ça n'a pas que à voir avec la psychologie de l'individu, mais ça a aussi à voir avec sa biologie et ça va modifier son système biologique. Et cette modification du système biologique, c'est une façon de vous montrer concrètement ce que c'est quand je vous disais la vulnérabilité augmente ou diminue. Ben oui, là, elle augmente parce que le système biologique en jeu va altérer tout un tas de processus qui vont rendre moins résilient, moins capable de répondre au traitement ou d'avoir un bon pronostic. Il y a d'autres études, hein, par exemple, on voit ici des modifications qui sont corrélées au nombre d'abus ou de négligences dans l'enfance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement technique, mais c'est très, très important de retenir cet aspect-là. C'est important aussi, avant que je passe à l'inflammation, parce que j'annonce de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que je dis les traumatismes, c'est très grave, ça modifie le profil évolutif de la maladie, ça modifie la réponse au lithium, ça modifie le génome, c'est terrible.
Mais en fait, la bonne compréhension de ces mécanismes biologiques, ça a quelles conséquences in fine? Ça a comme conséquence qu'on peut imaginer, et aujourd'hui on en a un stade extrêmement préliminaire, mais on peut imaginer pouvoir agir biologiquement sur ces modifications biologiques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que d'autres types de traitements seront nécessaires pour permettre à la personne, après un traumatisme, de retrouver un niveau de vulnérabilité qui est celui qu'elle avait antérieurement ou indépendamment de ce traumatisme-là. Et donc, il y a tout un tas de recherches très fondamentales aujourd'hui sur ces modificateurs possibles qui pourraient, de l'empreinte biologique du traumatisme, agir sur cette empreinte et modifier cette empreinte pour lui permettre de retrouver un état physiologique et donc de lutter contre le mauvais pronostic qu'on associe au traumatisme. Un autre élément d'intérêt, qui n'est pas strictement l'épigénétique, mais dont vous entendez souvent parler, c'est la régulation immunitaire et la régulation de l'inflammation. Et là aussi, il y a des choses intéressantes et on voit qu'effectivement, le fait d'avoir un traumatisme dans l'enfance va exposer à un niveau d'inflammation supérieur par rapport aux autres patients. Et pourquoi c'est intéressant ça? Ça veut dire qu'il y a vraiment une modification à l'échelle de l'ensemble du corps et que ces patients-là vont être plus vulnérables du fait de cette inflammation permanente, mais aussi plus vulnérables d'un point de vue physique. Et vous savez, on dit souvent les traumatismes, les événements, ça facilite, ça provoque certaines maladies. Alors parfois, ça ressemble à des explications un peu métapsychologiques, mais c'est vrai épidémiologiquement et ça peut s'expliquer tout simplement par ce facteur-là, c'est-à-dire que le fait d'avoir un traumatisme va favoriser des dérégulations immunitaires qui elles-mêmes vont faire le risque de d'autres pathologies. Et là, je parle de pathologies physiques, par exemple. Et c'était l'objet du coup de cette affaire-là, c'est-à-dire que malheureusement, effectivement, du coup, on arrive à voir que le fait d'avoir subi des traumatismes pendant l'enfance va être associé à un risque de maladie physique plus important que le reste de la population générale. Et puis, le fonctionnement cérébral, vous savez qu'il y a beaucoup d'outils de recherche maintenant qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les circuits cérébraux. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui s'intéressent à cette question-là à travers des approches diverses et variées en neuroimagerie qui étudient le fonctionnement et la structure du système nerveux central. Et donc, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des modifications significatives du fonctionnement cérébral. Alors, il ne s'agit pas de malformation cérébrale, on n'est pas dans une échelle macroscopique, un radiologue ne pourrait pas voir ces différences, mais les outils de recherche plus précis mettent en évidence des toutes petites différences dans la connectivité entre les aires cérébrales, dans la structure ou le fonctionnement des aires cérébrales, en particulier les aires cérébrales importantes dans la régulation des émotions. Et donc, tout ça, c'est extrêmement important parce que, comme je le disais, si les traumatismes sont effectivement un facteur qui va entraîner une maladie plus précoce, plus difficile à diagnostiquer, plus sévère, de moins bon pronostic et avec un effet péjoratif sur la réponse au traitement, l'étude de la biologie, l'étude des facteurs biologiques va être extrêmement intéressante parce que ça va permettre de remonter vers les effets biologiques de ce traumatisme. C'est un peu comme en quelque sorte obtenir une espèce de radiographie, comme on fait une radio quand on se casse la jambe ou le poignet, pour voir où c'est cassé d'un point de vue biologique et espérer pouvoir réparer en quelque sorte cette modification liée au traumatisme. Et donc, ça permet de comprendre comment on peut être plus résilient, ça permet d'imaginer un jour avoir d'autres traitements, d'autres pistes thérapeutiques, de façon à ce qu'ils n'aggravent pas le pronostic du trouble bipolaire. Donc, même si les effets des facteurs environnementaux sont terribles et sont des choses extrêmement, peuvent avoir des conséquences extrêmement douloureuses, il ne faut pas le mettre sous le tapis et au contraire, il faut se focaliser sur ces difficultés-là, éventuellement les prendre en charge, et l'exemple de l'EMDR est extrêmement intéressant, et les étudier parce que les étudier, ça permet aux chercheurs d'envisager des nouvelles pistes avec possibilité d'avoir un jour peut-être des traitements spécifiques qui ne sont pas des traitements du trouble de l'humeur, mais qui sont des traitements de la modification biologique induite par ces traumatismes.
Voilà un peu ce que je voulais aborder avec vous et je serais ravi de répondre à vos questions que j'imagine intéressées. Oui, bah écoutez, merci, merci. C'est avec un petit peu d'espoir au bout de voir qu'avec la biologie, en comprenant comment ça se passe, on va peut-être trouver autre chose. Je pense que vous passez aussi au traitement anti-inflammatoire, le traitement au niveau du microbiote et tout ça, ça participe, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors, le microbiote n'a pas été étudié à la lumière de ce phénomène-là, mais clairement, il y a beaucoup, beaucoup de pistes différentes. Et l'idée, c'est surtout aussi de ne pas développer des nouveaux médicaments, mais de voir dans quelle mesure certains autres médicaments peuvent avoir des effets. L'idée, c'est de réduire les conséquences de ces traumatismes. Donc, effectivement, par exemple, réduire l'inflammation modérée chronique, c'est un facteur extrêmement intéressant. Dominique, tu as des questions? Quelqu'un qui nous pose la question de savoir quels sont les facteurs hors trauma qui provoquent une méthylation du génome. En fait, c'est infini. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Il peut y avoir des facteurs biologiques, des facteurs environnementaux autres, des polluants, des médicaments qui modifient la méthylation du génome. C'est en fait beaucoup de facteurs. Il y a pas la liste n'est pas du tout définitive et elle peut être extrêmement évolutive, quoi. Mais tout facteur peut influencer la méthylation. Question. Quelle thérapie recommandez-vous si on est victime d'un trauma et on est bipolaire? Eh ben, je crois que ça ne se répond pas simplement, puisque c'est d'ailleurs même l'objet des évaluations qu'on fait dans les centres de référence ou les centres experts. C'est-à-dire qu'on prend le temps, 1, 2 jours pour évaluer les choses, pour répondre à cette question-là. Donc, je crois que faire une réponse là ne serait pas très honnête, parce que je crois que c'est vraiment l'idée d'individualiser le traitement. Et c'est vrai dans tous les cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une pathologie relativement complexe, mais qui peut s'associer à des difficultés encore plus complexes, et que donc, on a besoin d'individualiser les choses. Donc, je ne dirais pas les choses de façon très générale, mis à part que, comme ça a été suggéré tout à l'heure, le MDR peut être un facteur intéressant dans certains cas, pas dans tous les cas de traumatisme, encore une fois, et sans doute aussi à condition d'avoir une relative stabilité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, si le trouble de l'humeur est particulièrement instable, les thérapies de ce type-là sont difficiles à mettre en place. Toujours une question très très générale. Comment améliorer son niveau de vulnérabilité? Alors, j'ai répondu un peu déjà tout à l'heure. En gros, l'idée, ça va être de réduire tout. C'est plutôt d'agir sur les facteurs personnels qu'on peut identifier comme des facteurs d'aggravation du trouble et de la vulnérabilité. Donc, ça va, encore une fois, partir du bon sens jusqu'à des choses très spécifiques. Quelqu'un qui n'a aucune activité physique doit avoir une activité physique. Quelqu'un qui voilà, une alimentation pas bien équilibrée doit faire attention, et puis ça va dans des dimensions psychologiques aussi, et d'être dans des conditions de travail adaptées si on travaille, ou des choses comme ça, des conditions de sommeil si on est vulnérable au sommeil. Mais la règle qui serait de dire qu'il faut que tout le monde ait un sommeil régulier, qu'il faut se lever tôt le matin, etc., c'est vrai, mais c'est pas universel non plus. C'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas rechercher des recettes, mais d'identifier les facteurs qui sont importants et qui sont susceptibles de changement, parce que dans la vie, on ne peut pas toujours tout changer pour soi-même. Donc, il vaut mieux avoir une idée claire de ce sur quoi on peut agir et qui soit utile dans le cadre d'une vulnérabilité X ou Y. Vas-y. Oui, alors donc on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure de l'EMDR, donc peut-être qu'il pourrait permettre d'effacer des souvenirs de trauma. Et on a quelqu'un qui nous dit également, donc de manière plus générale, quelles seraient les thérapies, enfin quelle thérapie préconiseriez-vous pour soigner les traumas des personnes souffrant de troubles bipolaires? Mais c'est pareil, il n'y a pas de la thérapie de MDR est une thérapie typique du traumatisme, qu'on ait ou pas un trouble bipolaire. Mais il y a d'autres thérapies, et je crois que très sincèrement, c'est une affaire d'évaluation spécifique de la vulnérabilité et de ce qui se passe.
Donc, pour dire chose simplement, effectivement, le MDR, c'est la thérapie typique des traumas, mais qu'il y a d'autres approches psychothérapeutiques qui peuvent être utiles. Je vois dans le chat que la question de la méditation est abordée, et effectivement, la méditation est aussi une façon intéressante de réguler les difficultés qu'on rencontre, et que ça inclut les difficultés liées à des traumatismes. Alors, je peux prendre une dernière question, puis malheureusement, il faudra que je vous quitte. Quelqu'un, un spectateur anonyme, demande, lorsqu'on est complètement délaissé pendant son adolescence par sa mère et son beau-frère, est-ce considéré comme un abus émotionnel? Alors, c'est une négligence. Comme je disais tout à l'heure, l'abus est une action et la négligence est une action inexistante qui aurait dû être là. Et donc, un enfant qui est laissé seul devant la télévision, qui n'a pas les soins normaux attendus compte tenu de son âge, ça s'appelle de la négligence. L'abus étant une action négative, inappropriée, comme crier en permanence, dévaloriser, critiquer, etc. Mais la négligence, c'est effectivement une maltraitance passive, par absence, par défaut. D'accord. Dominique, encore une question? Toi, tu en as d'autres, Eliane? Ouais. Et toi, Félix? Non, pas. Les réponses ont été apportées d'ores et déjà à beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions étaient à peu près... Il y avait une question quand même de YouTube là, sur le rôle de la méditation, je pense en pleine conscience. Est-ce que ça peut être une bonne pratique pour les patients bipolaires? Oui, ce que je faisais allusion à ça tout à l'heure, mais effectivement, oui, c'est une bonne pratique à condition qu'elle s'exerce surtout dans les périodes de stabilité. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'elle s'exerce en période de stabilité et dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est un domaine tellement à la mode qu'effectivement, elle est accessible parfois dans des instituts dont le sérieux peut être relatif. Il faut quand même alerter les gens là-dessus, mais il y a des réseaux très, très, très sérieux et labellisés, et évidemment dans les institutions, dans les hôpitaux aussi. Et c'est une thérapie qui est très intéressante, mais qui n'est pas spécifique du stress ou du trauma. Bon, bah écoutez, moi j'ai plus... Enfin, vous avez déjà répondu pratiquement à toutes les questions. Donc, je pense que comme vous devez partir, je crois. Oui, mais je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je serais ravi de Merci à vous. renouveler l'expérience et j'espère que ça sera une introduction à une réflexion. Je souhaite vraiment que vous ne reteniez pas que les aspects péjoratifs de cette affaire-là, mais en même temps, il faut les aborder aussi. Et je souhaite du courage à tout le monde dans ces conditions particulières qui sont difficiles pour tout le monde. Et portez-vous bien. Et merci encore pour l'invitation. Merci docteur. Merci Au revoir, beaucoup au nom de monsieur. tout le monde. Merci. Au revoir. Bon courage.